Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus pour cette troisième session, troisième soirée Parlons Santé de la CPTS Brest Santé Océane. Allez-y, je vous en prie. Je me présente déjà, Pauline Rébulard, je suis la coordinatrice et responsable de la CPTS. Et donc on est vraiment ravis de vous accueillir ce soir pour cette table ronde sur la thématique des nouveaux métiers de la santé. Donc un grand merci aux différents intervenants qui sont là ce soir. Vous allez avoir différentes interventions qui vont durer environ 40 minutes. Et il y aura aussi 20 minutes de questions-réponses. Et après ça, vous pourrez vous diriger vers le fond pour profiter d'un cocktail dînatoire. Écoutez, je laisse la parole à ma collègue Cassandre Marc, chargée de projet, qui va animer cette table ronde. Merci Pauline. Comme Pauline a introduit, on va vous présenter les nouveaux métiers de la santé. Ça va s'organiser plutôt en deux parties parce qu'il y a pas mal d'intervenants et on vous remercie d'être là. On va commencer par la formation, présenter le métier d'assistant médical. Pour nous présenter cette formation, on a deux personnes du CHEM, donc Collège des hautes études en médecine. Mathieu Mascré-Potier, vous êtes responsable pédagogique adjoint au CHEM, donc responsable de la formation des assistants. Voilà, très bien. Et Nathalie Monod, responsable des stagiaires et de la coordination employeur au CHEM. C'est ça. Voilà. Je vais vous laisser la parole pour débuter cette intervention. Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Cassandre, merci tout le monde. Merci à la CPTS aussi de nous avoir conviés à cette soirée pour pouvoir vous présenter, Nathalie et moi, la formation et la fonction aussi des assistants médicaux. Je m'appelle Mathieu Mascré-Potier, mon rôle ici est de vous présenter la formation. Je suis responsable pédagogique de cette formation. Et donc, en quelques mots, et on aura l'occasion d'échanger là-dessus, on va vous présenter tout ça. Alors, à quoi sert déjà tout d'abord l'assistant médical? En fait, il va servir à deux personnes, le praticien et le patient. Auprès du praticien, en fait, il va lui faciliter les conditions d'exercice en libérant du temps médical. C'est l'objectif premier de ce métier, c'est de pouvoir redonner au médecin, lors de ses consultations, du temps médical, tout simplement. Du coup, ça améliore l'accès aux soins et les délais de prise en charge, puisque le temps de prise en charge est divisé sur certaines parties qu'on va un petit peu plus approfondir. Et donc, du coup, le praticien, finalement, dégage du temps et donc a une patientèle qui peut prendre en charge de façon plus conséquente. L'objectif de l'assistant médical, c'est de participer également à tout ce qui est coordination des soins avec les acteurs de santé au niveau géographique. Et donc, en fait, finalement, enlever ce temps d'appel téléphonique à certains praticiens ou à certains réseaux, tout simplement pour aider le médecin à gagner du temps là toujours. Et enfin, l'assistant médical gère toutes les données administratives auprès des différentes institutions, les mutuelles, mais aussi finalement tous les centres de santé spécialisés, les spécialistes, les prises de rendez-vous pour les patients qui le demandent ou qui en ont la nécessité. Du coup, pour le patient, toutes les conséquences sont que le temps médical est optimal pour le patient, puisque on peut imaginer que certaines consultations se passent avec une pré-consultation avec l'assistant médical, les prises de constante notamment, pour finalement donner au médecin l'opportunité de se centrer tout de suite sur les problématiques qui amènent le patient en consultation. La fluidité finalement de la prise en charge, elle est optimisée, et cas non négligeable, la gestion de la salle d'attente et aussi des difficultés qui peuvent être inhérentes à ça, est aussi optimisée, moins d'agressivité, plus de dialogue là-dessus. Et du coup, l'assistant médical va voir chaque patient avant le médecin ou pas forcément? Alors ça dépend de chaque organisation de cabinet, mais effectivement l'idée étant que l'assistant médical en fait, puisse assister sur certains soins, en fait, face de l'assistance opérationnelle, certaines prises de constante, certains soins ou certaines préparations aussi d'examen, une préparation de l'examen à l'ECG, une préparation d'audiométrie. Ce sont des choses en fait que peut faire l'assistant médical. Après, si effectivement les consultations sont estampillées comme ça, oui, il y a une sorte de pré-consultation. Ok, d'accord. Et un assistant médical peut aussi bien intervenir dans un cabinet médical
Et en structure aussi, en établissement? Alors on va en parler dans quelques instants. On peut en parler plus tard. Oui, je vais apporter une petite réponse quand même. En fait, effectivement, ça va être en tout cas dans des structures de type cabinet. Donc, ça ne va pas être à l'hôpital qu'on va retrouver l'hôpital public ou l'hôpital privé tel qu'on l'entend. On ne va pas retrouver un assistant médical parce que pour ça, il y a la secrétaire médicale et les aides-soignantes, les infirmiers et toutes les autres professions de santé. Par contre, on peut trouver au sein d'une clinique privée un cabinet médical, type spécialisé ophtalmo ou cardio, et là, vous allez retrouver une assistante médicale. Oui. Je vais passer la main. Alors, merci aussi, bonjour à tout le monde, et puis merci de nous accueillir. Donc, dans la continuité de ce qu'a dit Mathieu, effectivement, pour être diplômé, il faut faire la formation, donc passer en formation pendant 6 mois environ. Voilà. Aujourd'hui, la formation fait 279 heures, on ne voit pas à l'écran, c'est sur la slide plus loin, mais je vais rebondir dessus. Donc, il faut être obligatoirement en poste dans un cabinet médical, donc généraliste ou spécialiste, maison de santé, cabinet libéral ou clinique privée, comme l'a dit Mathieu à l'instant. Être en poste donc en tant qu'assistante médicale, on peut être aussi en poste en tant que secrétaire médical depuis des années et évoluer donc vers le métier. Être certifié, donc avoir un niveau bac évidemment. On peut avoir aussi un diplôme d'aide-soignant ou d'infirmier ou d'auxiliaire de puériculture. Ça n'oblige pas de faire la formation entièrement. Cette personne peut faire le bloc 2 uniquement et qui se fait en distanciel. Donc ça ne lui donnera pas le diplôme, mais une attestation prouvant qu'elle a bien fait le bloc 2 et qui lui permet de pratiquer, bien entendu. Voilà, et ça vous donne donc une certification de niveau 4 d'éducation nationale. La formation, donc, c'est le slide. Alors, vous avez peut-être des questions Je me demandais, est-ce que, du coup, je pense que vous l'expliquez, mais pour de faire cette formation, il faut obligatoirement déjà être avec un médecin installé en cabinet. Alors, on peut être déjà installé dans un cabinet depuis des années, on peut être aussi demandeur d'emploi, mais avec une projection d'être embauché donc, dans un cabinet médical, donc d'avoir une promesse d'embauche. On a des cas comme ça, des personnes qui nous appellent aujourd'hui en nous disant je suis embauché à partir de septembre ou je suis embauché à partir du mois de mai. Donc on peut tout à fait mettre en place tout le volet administratif, financement, je vais y venir. Donc pour cette personne, donc avec une embauche future. D'accord. Donc je le disais, durée 6 à 8 mois, l'alternance se fait, donc on est d'accord que la personne est salariée du cabinet médical, c'est l'employeur qui permet à son salarié d'aller en formation pour développer ses compétences, obtenir un diplôme et pratiquer par la suite. Donc les cours ont lieu tous les jeudis et les vendredis. Ce sont des journées de 7 heures, c'est pendant la durée du temps de travail et la formation est bien entendu prise en charge par votre opérateur de compétences. C'est l'organisme où vous versez votre cotisation conventionnelle de branche qui vous permet d'avoir cette prise en charge. Des aides évidemment pour les salariés, pour les repas et les frais kilométriques. Donc, vous n'avez rien à débourser, voilà, le cabinet médical n'a rien à débourser. Ça vient en complément de l'aide que vous pouvez avoir aussi avec la CPAM. Ce sont deux choses différentes. Vous n'êtes pas obligé de passer par l'aide par la CPAM, mais bon nombre de cabinets le font pour l'embauche d'une assistante médicale. Alors, on va continuer avec Mathieu qui va développer rapidement donc les blocs de compétences. Merci. Alors en fait, l'assistant médical, qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement Je dis elle parce que majoritairement, on a 98% d'assistantes médicales. Mais on a quelques hommes quand même dans le coin. On a 4 blocs de compétences, effectivement, dans tout ce qui va être la formation. Mais le métier se centre sur 3 points. Le suivi du parcours de santé du patient, qui va être en même temps que l'accueil et prise en charge administrative des patients.
Il y a aussi un bloc hygiène et qualité, parce que dans toute la partie cabinet, il va y avoir l'hygiène, la stérilisation, l'autoclave, ou en tout cas tout ce qui va tourner autour. On parle aussi des déchets, de l'évacuation des déchets. Et le bloc 4, finalement le cœur pratique du métier, c'est l'assistance opérationnelle au praticien, avec la gestion des stocks, la prise de constante et mesure, l'assistance technique au praticien, par exemple préparer un plateau pour un pansement de type ablation de ceci ou de cela. En gynécologie, on peut avoir la préparation pour des poses de dispositifs intra-utérins. On peut avoir plein d'actions là-dessus. Et donc, l'assistant médical est formé à pouvoir préparer tout le matériel. Au-delà de ça, il y a l'aspect aussi éducatif et thérapeutique, enfin, l'éducation thérapeutique du patient qu'on peut retrouver. Donc, expliquer le soin au patient, que ce soit avant, pendant et après. Et donc, en fait, libérer le médecin de ses explications. Bien évidemment, ça c'est un travail qui peut se faire à deux, mais l'objectif étant que le médecin en fait ne soit pas dans cette consultation qui peut durer vraiment très longtemps. Et donc en fait, le boulot de l'assistante médicale, ce sera vraiment d'assister ce médecin sur ces différents points. Voilà. Est-ce que vous avez des questions peut-être juste? Non, on va peut-être se les accorder juste après. Et donc la dernière slide pour vous présenter. On va rester dans le timing également. Voilà quelques chiffres actuellement qu'on a en termes de personnes qui sont formées, diplômées, et d'autres personnes qui sont en formation. Jusqu'ici, en tout cas, toutes les promotions confondues que nous formons. Donc nous, on a des antennes sur Brest, Rennes, Vannes, mais aussi Rouen et Lille. Et on a la promotion en distanciel et Caen. Et nous avons la promotion distancielle. Nous avons donc 184 assistants médicaux qui sont diplômés ou en attente de certification. C'est-à-dire que là, en fait, ils ont fini leur cursus. Et on attend juste le parchemin officiel, avec 17 sessions que nous avons terminées, et on a un petit peu moins du double, enfin un petit peu moins du même chiffre, mais on a 142 assistants médicaux actuellement à ce jour en formation. Et on est encore en train d'augmenter pas mal avec des visées plutôt dans les Hauts-de-France là-dessus. Et quand est-ce que elle date de quand la première formation au CHEM d'assistant médicaux? Alors, pour l'historique, hein, nous avons été agréés par la CPNAFP, donc en novembre 2020, et la première session à Brest a eu lieu en septembre 2021. Et ensuite, on a ouvert 2022, donc Rennes, Vannes, hein, et on a évolué comme ça donc, sur l'île, pour ouvrir après donc, dans les régions normandes. En fait, on couvre vraiment les Hauts-de-France, la Normandie et la Bretagne. D'accord, ok. Et donc la première formation a eu lieu à Brest. Absolument. D'accord. Et on en est à notre 3e session à Brest, donc une prochaine 4e début janvier. Très bien, ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter? On laissera un temps de questions après avoir présenté d'autres nouveaux métiers. Mais en tout cas, merci beaucoup. Alors, on a ici, donc, autour de cette table ronde, plusieurs professions représentées. Donc on a Dr Ducrot qui est médecin régulateur au SAS, donc service d'accès aux soins. On a également Franck Bontounou qui est assistant de régulation médicale et que vous développerez peut-être plus sur superviseur maintenant, c'est ça? Ouais. Et Anne-Sophie Leroux qui est opératrice de soins non programmés. Donc c'était pas forcément prévu qu'on ait les deux métiers représentés, mais le trinôme fait complètement sens dans votre exercice au final quotidien que vous avez au SAS. Et bien à ce moment-là, peut-être que je vous laisse présenter un petit peu le SAS, le service d'accès aux soins, assez succinctement, et puis votre rôle à l'intérieur de ce service au quotidien, comment vous interagissez et quelle est votre collaboration. Eh ben, merci beaucoup, merci de nous accueillir. Et effectivement, c'est un plaisir de pouvoir sortir un petit peu des murs de l'hôpital et de venir effectivement en ville. Et ça a tout son sens dans le cadre du service d'accès aux soins. Parce que comme vous le savez, le service d'accès aux soins, c'est une sorte d'évolution de l'ancien SAMU et de tout ce qui se faisait derrière sur la permanence de soins ambulatoires et autres. Et donc, c'est une extension qui fait à la fois une collaboration ville-hôpital et qui améliore les prises en charge des patients. Là, on est dans le cadre du nouveau métier du SAS, et là, on est dans toute une liste d'abréviations nouvelles et anciennes qui existent. Alors, avec des nouveaux métiers comme les OSNP, effectivement, que je laisserai développer, des anciens comme le MRU, le médecin régulateur urgentiste, le médecin régulateur généraliste, des coordos du TUPH, du transport d'urgence préhospitalière, et l'ARM, qui n'est pas tout à fait un nouveau métier, mais qui est un métier qui a changé, qui est en train d'évoluer et qui prend toute sa place. Donc, on a vraiment toute cette liste d'abréviations qu'il faut avoir en tête.
dans ce contexte-là pour pouvoir évoluer dans un service d'accès aux soins. Qu'est-ce que c'est rapidement? Bon, 400 000 appels par an quand même, en évolution constante. Pour vous donner une idée, 2020, la période Covid, attention, tout va déborder, on nous met plein de renforts, les SAMU ne sont pas capables d'agir. Maintenant, c'est notre quotidien. Le nombre d'appels pendant le pic du Covid, c'est notre quotidien maintenant. On a autant d'appels que pendant toute cette période-là mensuelle. Et donc, il faut se dimensionner. On a une énorme salle, comme vous pouvez le voir. Il faut trouver... L'idée, c'est de trouver le bon soin pour le bon patient dans la bonne filière au bon moment. Et donc, ça a tout son sens à la fois au niveau hospitalier, de mettre les gens au bon endroit, dans la bonne filière au bon moment, pas les faire stagner dans les services d'urgence quand il n'y a pas besoin. Mais également dans la médecine de ville avec une expansion énorme et maintenant plus de 1000 médecins généralistes inscrits et plus de quasiment 3500 rendez-vous par an là, de données, et tout ça c'est en extension croissante depuis septembre 2021 et le début de l'expérimentation. Je vais laisser mes collègues développer leur métier passionnant et indispensable. Bonjour à tous. Merci de nous donner l'opportunité de présenter des métiers finalement peu connus du grand public et également des professionnels de santé. Hein. Ce n'est pas forcément le métier d'assistant de régulation. Donc il faut savoir que c'est un métier qui a 20 ans, hein, depuis 2003, depuis la grève des médecins généralistes. Alors maintenant, le métier d'assistant de régulation est soumis à une certification depuis 2019. Donc pour accéder à ce métier-là, on est dans l'obligation de passer 10 mois dans une école, dans un centre de formation. Donc, pour la partie Bretagne, c'est à Vannes et Rennes, donc des cours théoriques, et 3 stages de 5 semaines dans 3 SAMU différents. Voilà, pour apprendre le métier avec des tuteurs. Et donc avant, il n'y avait pas de formation quand ça a été créé un peu ce métier Voilà, il n'y avait pas de formation initiale, c'était, voilà, on apprenait sur le tas avec un assistant de régulation, ça durait 2 mois la formation, et à la suite de ça, quand la personne était suffisamment formée, elle était lâchée suffisamment autonome. Voilà. Donc le rôle de l'ARM, hein, c'est le premier maillon de la chaîne des urgences. Quand le public appelle le 15, c'est lui qui répond le premier. Son rôle, ça va être d'identifier la victime, la localiser très précisément sur la cartographie et soumettre un questionnaire pour justement que l'appel soit dirigé sur la bonne filière dans le centre 15, donc la filière d'urgence ou la filière de médecine générale. C'est vraiment de catégoriser l'appel selon le degré d'urgence. Donc voilà. Donc s'il estime qu'il y a une urgence vitale, il va créer le dossier de régulation au complet et ensuite orienter l'appel sur le médecin régulateur qui lui prendra la décision médicale. Voilà. La décision médicale, ça va du simple conseil médical jusqu'à l'envoi des secours, donc qui est en ambulance privée ou des équipes médicales du territoire du Finistère. Voilà. Si auquel cas l'assistant estime qu'il n'y a pas d'urgence vitale, de là on va prendre le motif succinct et on va passer l'appel sur l'opérateur de soins non programmés qui va gérer ensuite le dossier de régulation et ça va permettre de laisser libre l'assistant de régulation pour prendre les autres appels qui attendent. Donc il faut savoir qu'on est à peu près à 1200 appels dans le Finistère en moyenne par jour et ça peut aller jusqu'à 1005, 1008 le week-end, samedi et dimanche. D'accord. Et combien d'assistants de régulation médicale? Alors, sur Brest, on est 38 là actuellement et on a 5 opérateurs du centre de programme. C'est par les pour le rôle de la CNP. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter du coup le métier d'opératrice soins non programmés qui est en place depuis, je dirais, 4-5 ans maintenant. Ça doit, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de formation. Les opératrices de soins non programmés sont arrivées. Elles ont été formées par les ARM. Donc, elles ont la base de formation d'un ARM. En tout cas, elles ont suivi pendant 4 à 5 semaines un ARM pour pouvoir avoir les bonnes bases. Parce que, du coup, comme l'expliquait Franck juste à côté de moi, donc il y a l'appel qui va arriver en N1, donc ce qu'on appelle en N1, c'est l'appel qui va arriver, et c'est là où il va être dispatché soit en médecine généraliste ou en médecine urgentiste. Et du coup, nous, on va avoir ce temps-là pour approfondir notre interrogatoire. Donc, on va pouvoir poser des questions beaucoup plus profondes. Et il se peut, alors c'est rare, parce qu'ils sont très bien formés, mais ça arrive
que on s'aperçoive qu'au moment de l'interrogatoire, du coup, il y a une faille et qu'il faille du coup déplacer l'appel, enfin repasser l'appel sur un médecin hospitalier. Voilà. Donc, autrement, l'appel reste en médecine générale. Donc, le médecin généraliste, lui, va faire une consultation téléphonique avec et puis il va prendre les symptômes, et nous de notre côté en fait c'est lui qui va décider s'il donne un conseil médical ou si le patient doit être vu. Si par chance il a un médecin généraliste, il orientera en priorité vers le médecin généraliste. C'est la première chose qu'on va lui demander de faire. Ça arrive souvent les patients n'appellent pas leur médecin généraliste, donc on va leur demander de rappeler leur médecin généraliste, et auquel cas le médecin généraliste ne peut pas les prendre en charge. Dans ces cas-là, on leur demandera de nous rappeler. On essaie de prioriser au maximum. Ensuite, si le médecin généraliste ne peut pas recevoir, c'est là que du coup, nous, on va rentrer en action. Et on va commencer du coup à chercher un créneau avec un médecin dans les 24, 48, 72 heures. Alors, selon le degré d'urgence qui va se présenter à nous, c'est le médecin généraliste régulateur qui va nous dire si ça peut attendre 24, 48 ou 72 heures. Et auquel cas là, on a le site du SAS où là on va pouvoir avoir les disponibilités des médecins qui se sont inscrits, parce que beaucoup de médecins se sont inscrits et mettent leur disponibilité à jour. Donc nous en fait on va pouvoir adresser un patient. Alors les médecins qui travaillent via Doctolib, Maya, on a plusieurs prises de rendez-vous qui sont reliées au site du SAS. Donc quand on va sélectionner notre créneau, on va directement arriver sur le Doctolib Pro ou le système, Maya, et on va pouvoir prendre le rendez-vous directement et ça va informer le médecin en temps réel. Si jamais il avait un imprévu ou si jamais il avait quoi que ce soit, comme ça il peut toujours nous recontacter, ce qui n'arrive globalement jamais. Ils nous accordent en fait, certains accordent par exemple un créneau entre midi et midi et demi, vont accorder 2 créneaux. Il y a des médecins qui vont nous accorder 5 créneaux dans la journée, c'est très aléatoire. On peut avoir des médecins qui vont nous accorder un seul créneau dans la semaine. Enfin, c'est vraiment, c'est eux qui décident de ce qu'ils veulent mettre en place pour nous dépanner. Voilà. Donc, Et vous arrivez du coup toujours à trouver une solution pour les patients? Jusqu'à maintenant, oui. L'été, c'est beaucoup plus difficile. Mais on a aussi la chance d'avoir maintenant des centres de soins non programmés qui ouvrent, donc qu'on peut aussi orienter. Après, c'est vrai qu'en prenant l'exemple d'un bébé qui a 39, 40, 41 de température sous Doliprane et qui a besoin d'être vu, c'est pas, on va pas, ça va dépendre vraiment des symptômes. On va pas laisser patienter quelqu'un 4-5 heures à attendre une consultation. On va prioriser un médecin généraliste où on a un rendez-vous, 1 heure à passer et voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, du coup, on s'était dit que peut-être pour mettre en pratique un petit peu le fonctionnement du trinôme, éventuellement de reproduire un appel identique que vous pouvez recevoir au SAS. C'est ça, donc Ouais. on va vous demander un petit peu votre contribution dans ces cas-là, vous allez faire le collègue. C'est juste histoire d'illustrer toute cette complexité. Il manque encore des flèches avec une extension qui va arriver potentiellement d'ici peu de temps, avec un SAS psychiatrique, avec peut-être de la gériatrie, de la pédiatrie. Enfin, l'idée c'est qu'à un moment ou à un autre, on ait une réponse à un patient à l'instant T. Donc, je vous laisse nous appeler, et puis on va se passer en fonction. Le but c'est que vous voyez en concret par où on passe et dans quelle flèche. Très bien. Là, je vous appelle. Le CELU, bonjour, quel est le titre de votre appel? Oui, bonjour. Alors, j'ai une douleur thoracique depuis quelques heures. Là, du coup, ça m'inquiète un petit peu. Donc, je préfère pas me déplacer je vous appelle. D'accord, c'est la première fois que vous avez une douleur thoracique? Ouais, c'est la première fois, c'est pour ça que je comprends pas trop. D'accord, c'est arrivé après un effort ou vous étiez au repos? J'ai fait du sport aujourd'hui. D'accord. Ouais. Et là, vous êtes en sueur Ça va, Ça non. va, d'accord. La douleur se situe où exactement?
Au niveau du côté droit, plutôt, ouais. Il n'y a pas d'irradiation de la douleur, autre part? Non, pas trop, non. D'accord. Donc là, vous appelez de quelle commune, madame? Là, de Brest. D'accord. À quelle adresse? Lucien. D'accord. Voilà. Je vais vous demander votre nom, prénom. Cassandre Marc, D'accord. Et votre date de naissance? 24 octobre 1996. Très bien. Donc, le dossier est constitué. Je vais vous passer maintenant le médecin régulateur. Bien, merci. Ne quittez pas. Bonjour, je suis le médecin régulateur. Bonjour. Donc vous appelez pour une douleur thoracique qui est apparue après un effort et c'est plutôt du côté droit. Oui, c'est ça. Ok. Est-ce que vous avez des problèmes de santé particuliers? Non, rien de particulier. Non, pas de tension, pas de diabète, Non. vous fumez? Non. Non. Et c'est arrivé après l'effort ou quelques heures après? Quelques heures après. D'accord. Quand vous vous mobilisez, comment ça se passe? Ça va, ça c'est pas plus douloureux que. D'accord. Et donc, si je reprends, vous êtes quelqu'un de plutôt jeune, donc avec une douleur un petit peu intermittente, plutôt du côté droit, pas Ouais. d'antécédent particulier, dans la famille non plus. Non, que Ok, bon, je suis plutôt rassuré pour vous, ça ne ressemble pas trop à un infarctus. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous passer ma collègue de la filière de médecine Vous générale. êtes sûr, hein? Ah, j'en suis pas. Mais dans tous les cas, on va vous trouver un médecin pour essayer de voir. Vous avez déjà essayé d'appeler votre médecin ou pas? Oui, mais j'arrive pas à la voir. D'accord, et ben je vous passe ma collègue qui va essayer de vous trouver une solution pour que vous soyez examiné. D'accord, merci. On repasse sur notre filière. Je récupère la communication, donc du coup, je suis chargée de vous trouver un rendez-vous. Donc, je vais voir au niveau de mes logiciels et je reviens vers vous dès que j'ai votre rendez-vous pour vous indiquer l'heure et l'endroit où vous serez prise en charge. Ok, très À ce bien. moment-là, on raccroche, l'appel s'arrête, on cherche le rendez-vous. Ouais. Et on va rappeler, on va vous... Enfin, soit je vais là, j'ai Vous pouvez entendu... utiliser le micro. Ah oui, j'ai entendu du coup que vous aviez dit que vous n'arriviez pas à joindre votre médecin traitant. Ouais, c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais contacter déjà en premier lieu votre médecin traitant Ok. et ensuite je vais chercher un rendez-vous. Et là, je vais vous rappeler dans les 10 minutes, 15 minutes qui vont suivre et je vais soit vous dire que votre médecin vous prend en charge, soit je vais vous donner un rendez-vous Ok. au sein du SAS. Ok, très bien. Merci. Voilà. C'est un peu plus long que ça d'habitude quand même. Là, en fait, j'allais bien, hein, ça va. Hein. Tu es sauvé, Cassandre. C'est bon. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à ajouter? Non? On est disponible pour la question. Ouais, et ben c'est justement ce que j'allais dire. Du coup, on va passer un petit temps de questions avant d'avoir les autres interventions sur plutôt le volet IPA. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est maintenant. Bonjour, Yveline Kahn, je suis infirmière libérale sur la CPTS BSO sur le territoire. J'aurais voulu savoir combien, c'est une question qui s'adresse aux assistants médicaux, j'aurais voulu savoir sur le territoire de la CPTS, donc sur les communes de Brest, Plougastel, Lorelec, Guipava et l'Opérette, combien actuellement, est-ce que vous avez une connaissance du nombre d'assistants médicaux actuellement en poste au sein de cabinets sur le territoire? Oui, absolument. Alors, nous avons déjà 2 sessions qui sont terminées. Donc, la première session, on a démarré tout doucement à Brest. Il y avait 12 stagiaires, donc 12 salariés qui ont été certifiés. Donc ça, c'était en 2021, donc 2022. Une autre session qui a débuté en 2022, qui s'est terminée en 2023, où là, nous avions 10 stagiaires, 10 personnes qui ont été certifiées. Tout le monde a réussi. Et là, actuellement, nous avons 16 salariés qui sont donc en formation, qui terminent leur formation le 12 juillet et qui devraient avoir une réponse avec leur diplôme au mois d'octobre, novembre en général. Donc si on fait le compte, on est à peu près à 20, 36... Une petite quarantaine. Voilà, une petite quarantaine de personnes, et ces personnes sont en poste. D'accord. La rémunération de l'assistant médical, l'assistant médical est donc salarié du médecin, qui bénéficie d'aide de la CPAM ou pas. Non mais je veux dire qu'il y a un financement du poste d'assistant médical qui est prévu théoriquement par les conventions qui lient les médecins à l'assurance maladie.
Oui, alors, ils ont le choix en fait, les médecins ont le choix de signer une convention pour l'embauche d'une assistante médicale avec la CPAM ou de ne pas le faire. Tout dépend aussi, alors, il n'y a pas de personne de la CPAM ici ce soir, mais c'est propre aussi au cabinet médical, à la patientèle. Donc, est-ce qu'une personne, est-ce que c'est à 50%, est-ce qu'elle est à 80%? Voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, dans la signature de cette convention et de l'aide que peut apporter la CPAM au cabinet médical. Et du coup, conditionné sans doute à une atteinte d'objectifs. Évidemment. Que quand il sollicite l'aide de la CPAM, il doit y avoir des objectifs à atteindre. C'est ça, tout à fait. Avec une évaluation annuelle peut-être de Alors, annuelle, je ne suis pas certaine, je crois. C'est les 3 premières années. Voilà, c'est ça. Et de là, des 3 premières années, l'aide s'arrête ou bien elle est pérennisée? Non, elle continue. Oui. Mais du coup, plus d'évaluation des objectifs, quoi. Je suis pas certaine, Mathieu, tu peux peut-être répondre là-dessus. Alors les objectifs changent les 3 premières années, donc il y a un engagement. On va faire des chiffres factices, mais pour que tout le monde comprenne, on va dire que le cabinet a un objectif d'augmentation de 50% de sa patientèle. Ça, c'est le premier palier. Ensuite, il y aurait éventuellement 75% de sa patientèle et 100%. On parle du simple au double. Dans les 3 premières années, justement, c'est ça l'objectif. L'aide est donnée pour les 3 premières années pour atteindre l'objectif final mis en place. Après, l'objectif, c'est de garder le chiffre. Donc, c'est pas par contre 100, puis dans 3 ans 100, puis dans 3 ans 100. Merci à LCPDS aussi. Ce sera vraiment l'objectif en fait de pouvoir vous présenter, Nathalie et moi, la formation. C'est très bizarre de s'entendre en école. Vous êtes doublé. Je suis doublé. Toi, je vais leur faire masque, parce que je suis la formation. On commence. Donc, du coup, en fait, l'objectif, c'est qu'au bout des 3 ans, par contre, il faut maintenir ce palier. Voilà. D'accord, mais l'aide et du coup, l'aide est à la même hauteur au bout de 3 ans que les 3 premières années, ou elle est dégressive? Alors non, elle n'est pas dégressive. Par contre, les 3 premières années, il y a un certain montant. Et pour après, c'est un peu comme tous les systèmes d'installation libérale avec des aides de la CPM. Après, c'est un forfait qui est donné en 2 fois, par contre, de façon pérenne, oui. D'accord. Mais alors, les médecins qui n'utilisent pas cette ressource-là de la CPM, finalement, salarient eux-mêmes leurs assistants médicaux et n'ont pas, du coup, d'obligation d'atteindre d'objectifs. Ok. C'est souvent des personnes qui sont déjà en poste depuis longtemps. Donc c'est transparent pour eux en fait. Voilà. C'est pas une nouvelle embauche, une nouvelle création de poste. Voilà, où là effectivement un médecin qui s'installe tout seul, enfin non c'est bien de plus en plus rare, mais ou à 2 ou à 3, j'en sais rien, mais donc où il n'y a pas de secrétariat, il y a vraiment une création de poste. Là je pense que l'aide elle est importante, voilà, avec la CPM. Mais on a beaucoup quelques médecins, quelques cabinets qui ne font pas appel à la convention avec la CPM. Bonsoir, Elias Bini, oncologue, président de la CPDS, BSO. L'assistant médical n'est pas exclusif aux médecins généralistes. Les spécialistes Bien sûr peuvent y prétendre. Quelques exceptions comme les radiologues, les anesthésistes aussi. On n'est pas concernés. Vous pouvez nous en parler un peu plus et puis qu'on puisse aussi communiquer auprès de nos adhérents médecins spécialistes, parce qu'on en a bien sûr pas mal sur le secteur, afin de voir comment on peut les accompagner et les aider à avoir l'assistant médical. Très bien. En effet, merci pour la question qui est très pertinente. Les assistants médicaux sont donc en fait pour tous les médecins de type libéral. Les chiffres sont les suivants: 75% des assistants médicaux travaillent dans le secteur généraliste et 25% dans les spécialistes. Parmi les spécialistes les plus finalement représentés, on va avoir la pédiatrie, la gynécologie et la cardiologie et la dermatologie. Dans les 4. Après, voilà, vous allez retrouver tout ce qui va être ophtalmologie. Non, je l'ai dit, pardon. Vous allez avoir tout ce qui est pneumologie, vous allez avoir de la neurologie, de la neurochirurgie. Quelques exceptions prêtes, effectivement, sont stipulées auprès de la sécurité sociale, et même d'ailleurs sur l'article de loi. Vous l'avez bien dit, effectivement, tout ce qui va être radiologie, parce que vous êtes tributaire majoritairement d'un hôpital, et donc j'en ai parlé tout à l'heure. Ils sont déjà organisés à l'origine. Voilà, c'est ça. Et les anesthésistes aussi, en fait, de la même manière. Quelques exceptions prêtes. Alors, quel est l'objectif en fait dans ces cabinets spécialisés, les mêmes qu'on a dit précédemment? Libérer du temps médical par l'aspect administratif, par l'aspect réseau de santé et l'assistance opérationnelle aux praticiens.
Évidemment, quelqu'un qui est en cardiologie peut faire ces 2 premiers. Et par contre, pour l'assistance opérationnelle, ça va être tout ce qui est éducation thérapeutique, en lien avec la cardiologie, la préparation des holters, la préparation des ECG, la préparation et l'installation des patients pour les échos. Voilà, il y a plein d'organisations différentes. En gynéco, on peut faire exactement la même chose avec les quelques exemples que je vous ai expliqués. Mais, et en pédiatrie, voilà aussi l'aspect en fait accueil du nourrisson ou de l'enfant en général, mais déshabillage, pesée, poids, premier check-up. En fait, c'est là qu'est le cœur de la collaboration entre le médecin et l'assistant médical. C'est qu'en fait, dans ce cadre légal qui est globalement étroit mais en même temps large dans les activités, en fait, le médecin peut faire, dans un certain cabinet, il peut faire comme ça avec des protocoles, et dans un autre, ça peut être différent. Mais l'objectif, voilà, c'est créer en fait vraiment un binôme là-dessus. Bonsoir, donc Véronique Gestin, je suis oncologue médicale. Ma question, c'est quel est le retour d'expérience que vous avez des premières promotions d'assistants médicaux? Est-ce que ils sont satisfaits de leur activité? J'imagine que oui, mais... Alors, il y a 2 versions. Il y a les personnes qui sont en poste depuis des années et qui sont très contentes d'aller en formation, mais qui savent tout. Et au final, qui apprennent au quotidien, ou qui réapprennent des choses, ou qui chassent un petit peu je suis restée dans mon carré et finalement je découvre des nouvelles obligations, des nouveaux décrets, des nouvelles pratiques. Et puis ça fait du bien aussi de changer d'univers, de son quotidien. Et puis il y a des personnes qui débutent complètement. Là j'en ai encore reçu hier en entretien, qui a tout à faire dans le cabinet. Il n'y a pas de secrétariat ni rien, il s'installe, il a besoin d'une assistante, une secrétaire, donc elle va vraiment construire son poste, et en collaboration avec le médecin, avec un passé de secrétaire ou un passé dans la santé, peu importe, mais on se serre les coudes. Souvent, certaines me disent j'ai peur, mais je dis vous inquiétez pas, le médecin aussi, de son côté, il arrive et c'est nouveau pour lui. Donc, un retour d'expérience positif. Parce que c'est aussi donner un autre élan à son métier qu'on fait depuis des années. Ça fait du bien de changer un peu, donc un retour assez positif. Et puis, 98% de réussite au CQP. Je me permettrais d'ajouter aussi, au cours de la formation, en fait, on fait un point avec le tuteur, donc souvent l'employeur, et en fait, ça permet de cristalliser le fait que ça libère vraiment du temps. Et le médecin en fait verbalise le fait qu'il a une charge mentale qui est allégée, il peut se recentrer sur ce qui lui est propre parce qu'il y a de l'organisation qui se fait en interne, et comme disait Nathalie, ça vient aussi rebouger les choses pour chacun dans ses connaissances, dans ses nouvelles connaissances, et puis la reconnaissance aussi auprès des patients à partir du moment où effectivement en fait, ce binôme est placé dès le début de la prise en soin. On est dans une continuité et globalement, oui, je confirme, on a quand même beaucoup de bons retours des 2 côtés en fait, du binôme. Et sur les réponses aux appels téléphoniques, vous n'êtes pas trop souvent prise à partie par l'inquiétude, le stress des patients? Ça sera plutôt l'ARM qui prend l'appel en plein fouet, premier appel, le stress du patient, des familles. Oui, effectivement, on a ça en pleine figure, donc il faut avoir de l'empathie, gérer ses émotions, donc ça fait partie des qualités de l'assistant de régulation. Mais effectivement, c'est notre quotidien. Merci beaucoup. Et puis, on aura eu le temps après la deuxième partie pour pouvoir échanger davantage si besoin. Donc, si vous avez d'autres questions, il n'y aura pas de souci pour échanger après. Du coup, on va passer à la deuxième partie sur les infirmiers en pratique avancée. Donc, merci beaucoup à tous. Et puis, à tout à l'heure. Merci beaucoup à vous également d'être présents ce soir. Alors, aujourd'hui, du coup, on a plusieurs représentations de l'exercice d'un infirmier en pratique avancée.
On va débuter avec Camille Vuarin, qui est IPA en structure, du coup, à la clinique Pasteur de Brest, et qui travaille avec le docteur Véronique Gestin, qui est oncologue. Alors, juste pour information, sur le sujet des IPA, on ne va pas rentrer dans le détail de la formation, parce que ça prendrait beaucoup de temps. Et par contre, Camille et Vincent ont pu réaliser un document qui est disponible dans le fond de la salle, donc vous pourrez vous servir pour avoir plus d'infos sur la formation en particulier, puis ils seront disponibles de toute façon après sur ce sujet. Mais on veut vraiment aussi faire des retours d'expérience sur la collaboration entre un IPA et un médecin, sur l'exercice au quotidien, et avec plusieurs représentations. Du coup, Camille et Véronique, je vais peut-être vous laisser commencer, puis présenter les rôles et les missions d'un IPA et comment vous collaborez au quotidien. Ok, merci. Donc Camille, du coup, moi je suis IPA, mais alors je suis en mention onco, parce que pour la faire bref, du coup, quand même, IPA, donc c'est 3 ans en tant qu'infirmier minimum, on spécialise 2 ans, on a un grade master. Et ce grade master me donne des spécialisations dans différents domaines. Vous en verrez 2 aujourd'hui, donc pathologie chronique stabilisée, et puis moi pour onco-hémato. Et donc moi je travaille donc avec Véronique Gestin donc, sur un hôpital de jour, sur un service d'onco de manière plus générale. Je vais peut-être laisser Véronique d'abord un peu introduire comment on en est arrivé là à l'IPA, parce que vous allez voir, c'est un projet qui se construit en amont, en tout cas nous, parce qu'on est en structure et on est donc en clinique privée, et voilà. Donc en fait, les 2 infirmiers en pratique avancée avec qui donc l'équipe de cancérologues travaille sur la clinique sont Camille et Ewen, mais ce sont 2 infirmiers que l'on connaissait bien parce qu'ils travaillaient dans le service de cancérologie. Et quand ils nous ont parlé finalement de cette formation, nous ont dit qu'ils étaient intéressés, ça a fait tout de suite tilt parce que comme beaucoup de médecins, on se sent souvent frustré de manquer de temps, de courir après le temps, de ne pas réussir à bien répondre aux appels des patients, de parfois passer du temps sur des choses qui finalement ne sont pas très compliquées, et puis de délaisser d'autres choses ou d'autres coordinations qui sont compliquées et qui mériteraient pour le coup qu'on y passe plus de temps et d'énergie. Donc on s'est assez vite rendu compte que ce serait très intéressant pour nous de pouvoir travailler avec des infirmiers en pratique avancée sur plusieurs volets. D'une part, les effets secondaires des chimiothérapies qui sont parfois dans les grades pas les plus élevés justement, sur l'optimisation des soins de support pour les patients, sur tout le travail sur le parcours patient, finalement, du début de la prise en charge jusqu'à la guérison ou le passage en soins palliatifs, sur les appels qu'on peut avoir quand ils vont pas bien, et justement essayer de mettre le patient au bon endroit et éviter au maximum les passages aux urgences ou les appels aux urgences pour des patients qui sont souvent considérés comme compliqués sur le plan médical. Voilà. En plus, on avait cette expérience de l'oncogériatrie où on travaillait on a l'habitude de travailler avec une infirmière de l'unité de coordination oncogériatrie qui au début participait pas mal à nos évaluations oncogériatriques. Donc moi j'avais l'habitude de travailler avec elle, et c'est vrai que ça apporte une dimension beaucoup plus globale à la prise en charge des patients. Et la réflexion a été rapidement faite. Après, sur la mise en pratique, ça a été un peu plus compliqué, mais finalement, ça a été relativement fluide, et on a pu avoir le plaisir de travailler avec eux et de leur trouver une place qui leur convient bien et qui nous convient très bien, en tout cas. Et Camille et Ewen, du coup, qui est autre IPA dans le même service, du coup, vous avez été formés la même année ou Non, Ewen est la première promotion avec Vincent sur Brest en tout cas, et puis moi je suis la 2e promotion. Donc on s'est suivi à peu près 1 an d'intervalle. D'accord. C'est vrai que je pense que autant Ewen que moi, on avait envie d'approfondir nos connaissances en cancéro, avoir aussi plus de responsabilités, et là-dessus
le métier d'IPA correspond totalement à nos attentes. Bon, on va le voir après, c'est vrai qu'on a une activité en fait qui globalement se scinde en deux. On est toute une partie sur un hôpital de jour soins de support. Donc vous voyez sur le PAM, pour ceux qui connaissent peut-être, qui est donc parcours d'accompagnement médicalisé. Un hôpital de jour qui regroupe actuellement 9 parcours, qui s'est étoffé. On a commencé avec 2 parcours seulement, enfin Ewen surtout a commencé l'hôpital de jour avec 2 parcours, avec l'oncogériatrie et puis l'ORL. Avant les chirurgies des cancers ORL, on avait identifié vraiment ces 2 publics. Et puis petit à petit, l'activité a grossi, les besoins en fait ont surtout émergé. Et puis nous, on a pu réussir à solliciter les différents intervenants pour avoir donc 9 parcours, l'oncogériatrie, la nutrition avec un médecin nutritionniste, la douleur avec des médecins ergologues, l'ORL donc pour vraiment optimiser toutes les prises en soins en amont de la chirurgie. Et puis je dirais même maintenant, même en cours de traitement aussi, post-op également. L'initiation des traitements, c'est plus sur le volet vraiment avant de débuter la chimio orale ou IV. Donc un parcours vraiment pour les thérapies orales, puisqu'on sait un patient de plus en plus est amené à avoir des chimios à la maison et à les prendre seul. Donc c'est comment l'accompagner au mieux. On a mis un complexe où en fait c'est plus un petit peu pour des situations subaiguës où on a besoin de débrouiller quelque chose, on a besoin de faire des examens cliniques, paracliniques. Et là dans ces cas-là on peut le faire venir en hôpital de jour. Et puis solliciter l'onco en plus, mais tout en ayant déjà pas mal élagué, on va dire, les grosses problématiques. Le parcours palliatif, donc de précoce à avancé, donc on peut maintenant voir les gens vraiment, alors qu'ils sont encore en chimiothérapie, en cours de traitement, initier le parcours palliatif pour que ce soit très progressif, et que ce soit beaucoup moins violent pour le patient et qu'on arrive à vraiment déceler les problématiques sans que ça passe par les urgences, justement, c'est vraiment et qu'on fasse des hospitalisations notamment en direct. Et puis aussi le parcours après cancer. Donc on a vraiment cette capacité avec Ewen de voir le patient de l'annonce de son cancer jusqu'à l'après-cancer ou jusqu'aux soins palliatifs avancés, et on est en premier recours, c'est-à-dire que tous les patients ont nos numéros, nos mails, et on sert vraiment à débrouiller, savoir si est-ce qu'on peut le gérer entre guillemets seul. Bon, dans tous les cas, de toute façon, l'oncologue est informé, mais on grade et puis on permet d'orienter après, et soit l'hospice, soit directement avec l'oncologue, le médecin généraliste, l'HAD. Enfin, après, c'est à nous de trouver le bon interlocuteur, quoi. Et du coup, ça fait une file active de patients de combien Là, actuellement, ça grossit. On est à peu près, on est à 100 hôpitaux de jour par mois, en plus donc de notre seconde activité, donc qui est la consultation alternée avec les oncologues, où là, on a des oncologues, ce soir, de mes collègues du coup, mais avec qui on travaille. Donc en fait, on est en tant qu'IPA en capacité de voir le patient aussi seul. Donc évidemment, le traitement est déjà débuté et nous, on le voit en alternance avec l'oncologue. Alors ça peut être soit en plus du suivi qu'il aurait fait habituellement, puisque du coup, on a cette possibilité, soit sinon dans le suivi classique. Tout dépend vraiment du besoin du patient, puis de ce qu'il veut aussi. Et donc le but, c'est de pouvoir gérer les effets secondaires, modifier si besoin les posologies de la chimio, toujours évidemment en étroite collaboration avec les oncologues. On est en permanence en lien avec eux par mail, par nos outils de communication en interne, par téléphone, mais c'est vraiment évidemment l'oncologue qui reste décideur. Par contre, nous, ça nous permet juste une fluidité dans le parcours du patient. Et puis d'accéder le plus vite possible, si le patient a un problème, à une solution. Donc voilà, je disais, on a Pandalab, donc ce qui est un équivalent de WhatsApp, mais version professionnelle. On communique en interne, en externe aussi, parce qu'on a des groupes avec des infirmiers libéraux, avec des prestataires de services aussi, pour parler de certains patients. Ça permet de pouvoir, quand on a le temps, de discuter en direct et d'informer. Et puis, on a mis en place aussi la télésurveillance, et depuis mars 2023, on inscrit nos patients sur Curity,
qui est donc une application de suivi pour les thérapies orales et IV. Et c'est Ewen et moi qui sommes en permanence toute la journée en train de regarder cette application et de vérifier. Donc nos patients remplissent en fait des questionnaires. Ça, les grades, en fait, en grade 1, 2, 3, 4. Et nous, c'est en couleur, donc c'est assez visuel. Donc si c'est vert, évidemment, on n'a rien à faire. Si c'est rouge, il faut qu'on se dépêche. Et puis donc après, c'est à nous de voir. On appelle, on fait venir le patient parfois. Voilà, en tout cas, ça nous permet vraiment d'être très réactifs et aussi d'avoir un suivi plus précoce à domicile, quoi. Et ça vous arrive de faire de la téléconsultation via cet outil-là ou non Non, ça nous permet d'avoir une première approche téléphonique et de là, on arrive à savoir s'il faut qu'on voit le patient physiquement, s'il faut qu'on complète, s'il faut qu'on le fasse venir parce qu'il a besoin d'une échographie, voilà. Mais après, c'est toujours pareil, on échange avec l'oncologue et on voit selon ce qu'il en pense, selon le grade d'urgence, ce qu'on doit faire, quoi. D'accord, ok. Vous aviez d'autres choses à ajouter ? Est-ce qu'il y a un projet de formation d'un autre infirmier au sein du CHP Pas en onco, en tout cas. Pas en onco. Il aurait sa place, mais... je pense qu'on va trouver de quoi faire, mais pas en onco. Non, je pense qu'il faut surtout, je trouve, pour nous, c'est vraiment bien d'insister sur le fait qu'on a construit le projet en amont, donc on avait évidemment des médecins déjà convaincus, une direction qui a été aussi directrice des soins qui a été très aidante dans la mise en place du projet. Et puis c'est vrai qu'on a cette force avec Ewen de connaître les équipes puisqu'on travaillait là depuis 10 ans globalement, une dizaine d'années, et donc on a cette capacité de pouvoir solliciter n'importe quel service puisque ce sont nos anciens collègues en fait. Donc on a aussi la fluidité du parcours, en tout cas en interne, qui est très importante. Et puis là, on travaille maintenant sur vraiment inclure les infirmiers libéraux dans nos courriers pour les hôpitaux de jour, pour que vraiment on puisse tous avoir une communication sur le territoire plus fluide. Ouais. Et du coup, si j'ose dire, l'installation en tant qu'IPA au sein du service, ça s'est fait quand même facilement avec les médecins. Parce que c'est quand même nouveau, du coup, il faut intégrer un nouveau fonctionnement. Je pense qu'on a une très belle prise de poste, Ewen et moi, parce que les oncos étaient déjà convaincus, parce qu'ils nous connaissaient aussi, donc on n'avait pas vraiment cette période de faire nos preuves, entre guillemets, parce que les anciens, les médecins du service d'onco, les médecins du service de soins palliatifs, les médecins du service de médecine nous connaissaient aussi déjà, et on avait globalement déjà tous travaillé à l'HAD, ils savaient aussi nous identifier. Donc c'est vrai que c'est très facile là-dessus. Puis il y a eu une grosse part de communication aussi de la part de notre direction, la directrice des soins, pour vraiment nous faire connaître, nous donner une visibilité. Et donc là-dessus, on est quand même plutôt aidés. Hein. Ça a été peut-être un peu plus difficile à comprendre pour les équipes infirmières. Peut-être, qui ont du mal à vous... c'est pas facile, hein, c'est d'anciens collègues qui se retrouvaient sur un poste un petit peu différent et on voyait qu'il y a eu quelques difficultés de compréhension qui sont levées maintenant. Ouais, je vois, ouais. Oui, il faut le temps que ça s'installe au final et que l'organisation se refasse avec des nouveaux professionnels qui n'étaient pas une profession qui n'était pas du tout là avant. Au final, personne ne reviendrait en arrière. Ouais, c'est chouette que c'était un projet porté par plusieurs personnes au final de plusieurs professions et c'est ça qui fonctionne manifestement. C'est la force, je pense. Projet aussi. Moi, super, merci beaucoup. On va passer du coup. Tenez. Je vous confie. Alors du coup, on va continuer sur l'exercice IPA, mais en libéral. Et donc pour cela, on a Vincent Prévost, qui est IPA en libéral et qui travaille avec le docteur Thomas Couturier, qui est médecin généraliste à Quimper, donc ils viennent de plus loin que nous, on va dire. Donc merci beaucoup d'être là, en tout cas pour parler un peu de votre collaboration, parce que c'est hyper intéressant. On voit qu'en fait c'est très différent. Que le quotidien n'est pas du tout le même, donc ça va être intéressant d'avoir vos retours d'expérience. Donc peut-être, je vais vous peut-être laisser parler de votre collaboration. Vincent, vous travailliez avec le docteur Couturier avant d'être formé ? Non, alors pas du tout. En fait, moi j'étais infirmier libéral pendant 10 ans avant d'entreprendre les études à la fac. Je suis diplômé 2021 de Bio de Brest.
J'avais un projet d'installation avec une médecin sur mon secteur d'activité qui est plutôt dans le sud Finistère, à côté Cap, et puis pour des différents problèmes administratifs, c'est-à-dire qu'on doit exercer en structure coordonnée. Voilà, ces médecins-là ne le souhaitaient pas, n'étaient pas prêts à l'époque. Et puis il y a eu d'autres choses qui ont fait que finalement ça fait puis j'ai pas pu m'installer là-bas. Donc j'ai commencé à ramer. J'étais en contact avec l'ARS, contact rapproché. Pendant du coup ma deuxième année d'études, j'ai prospecté toutes les structures d'exercice coordonnées du Finistère. Aucune ne m'a répondu, sauf une pour dire non. Donc c'était assez compliqué. In fine, j'ai exercé donc à mi-temps à l'issue de mon diplôme à l'hôpital de jour gériatrique de Douarnenez. On m'a proposé un poste là-bas durant mon stage. À mi-temps, pourquoi ? Parce que j'étais conventionné avec l'ARS, puisque je devais exercer en tant que libéral. Donc si j'avais une autre activité, c'était à 50% et pas à temps plein. Donc durant cette année, j'ai continué à prospecter. Bon, j'avais d'autres activités transverses. J'étais formateur pour les assistants médicaux au CHEM. Je suis aussi enseignant vacataire à la fac. Et puis, donc, pour passer tous ces aléas, parce que maintenant c'est derrière nous quand même, c'était la dernière chance, le salon EFI Quimper en 2022. 2022, c'est ça ? Non, 2021. 2021 où il y avait une présentation de la CPTS de Quimper. Je me suis dit, chiche, de toute façon, il n'y a plus rien à perdre. Et du coup, j'ai posé la question au docteur Couturier, et quelle pourrait être la place d'un IPA en CPTS, selon vous ? Donc merci les CPTS. Ouais, alors j'avais déjà envoyé mon CV comme docteur Couturier 15 jours avant. J'avais préparé le terrain. Et en fait, tout est parti de là. Oui, tout est parti de là, mais en fait, il y avait toute une maturation par rapport à la relation que je pouvais avoir avec un IPA dans son exercice professionnel. Objectivement, je suis médecin libéral, mais mon souci, c'est pas de gagner de l'argent, c'est la santé du patient. Et c'est important de le préciser parce qu'il y a pas mal de gens qui disent des médecins libéraux, ils s'intéressent qu'au pognon. Non, la santé du patient est assez importante et ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine générale est relativement complexe parce qu'elle doit prendre le patient dans toutes ses dimensions, mais à partir de 60 ans, il y a des études qui l'ont montré. Sur une consultation qui est de 15 minutes, on a en moyenne 3 pathologies à prendre en charge et 3 motifs de consultation à prendre en charge. Donc il faut imaginer, ça fait en moyenne 2 minutes par pathologie et 2 minutes par motif de consultation. Et faire de la médecine de qualité avec un interrogatoire, un examen clinique, des prescriptions, des explications de prescription, des organisations, objectivement, je pouvais pas continuer comme ça et assurer une qualité de soins pour mes patients. Et donc j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et j'ai eu la chance, grâce à la CPTS de Quimper, de traverser l'Atlantique et de me retrouver au Canada, au Québec, où les IPA existent depuis belle lurette, depuis plus de 20 ans, 23 ans je crois. Anglo-saxon, 50 ou 30 ans. Ouais, voilà. Bon, beaucoup plus longtemps en tout cas. Je suis allé dans un groupement de médecine familiale, un GMF, et j'ai pu voir une organisation qui était réellement centrée sur le patient, avec médecins généralistes, des équipes autour du patient, avec médecins généralistes, IPA, assistantes sociales, puéricultrices, sages-femmes, diététiciens, réellement tout au service du patient, avec réellement une vision coordonnée par le médecin généraliste. Et je me suis dit, quand même, c'est un élément qui me parle, tout ça. Et donc, j'ai commencé à prospecter, à réfléchir, et EFI Santé. Il envoie son truc et il me dit, bonjour, je me présente Vincent Prévost, j'aimerais voir ce que vous pensez des IPA. Je lui dis banco. C'était au mois de novembre, je crois. On a commencé à parler ensemble en décembre, et en février, tu t'installais. C'est ça. On a mis 3 mois à poser les bases, voilà. Des bases solides en fait avant le début de l'exercice, parce qu'on avait quand même l'expérience de collaboration entre médecins et IPA qui sont très vite tombés à l'eau. Donc là, l'idée c'était vraiment de poser des bases saines, qu'on connaisse bien à mon champ de compétences. Les décrets d'application, et puis comment on pouvait nous articuler ça au sein de la maison médicale. Donc il a fallu présenter ce que je pouvais faire, ce que je ne faisais pas, ce que je n'avais pas le droit de faire, et puis comment on allait s'organiser. Donc 3 mois pour finalement une installation en février, début de consultation avril,
C'est pour ça que là, je suis à N+2, donc je suis dans une grosse période d'activité. Pour passer tous les détails, en fait, on s'est dit d'abord, il faut communiquer aux patients. Pour expliquer, nouveau métier, les gens ne savent pas ce que c'est, on va expliquer. Donc voilà, je vous ai mis textuellement ce qu'on avait mis. Une photo dans la salle d'attente, ma trombine, l'employé du mois. Pour expliquer, voilà, nouveau professionnel de santé, rejoint l'équipe, par exemple médecin, etc. Le médecin, lors d'une consultation, il présente aussi la pratique avancée au patient, il identifie s'il est d'accord que son état de santé peut être du ressort, en tout cas dans le suivi de l'infirmier en pratique avancée. Et si le patient accepte, car il peut refuser, c'est absolument pas obligatoire, je leur dis souvent, c'est pas parce que le médecin vous le dit que vous êtes obligé d'accepter, vous avez le droit de refuser, comme on a le droit de revenir en arrière aussi si vous n'aimez pas ma tronche. Et justement, là, c'est pour dire, c'est que, en fait, c'est moi qui suis à l'initiative. On avait tous organisé ce prospectus, etc., etc. Mais il y a un moment, il faut que le médecin se mouille un petit peu. Et ils disent, objectivement, c'est ce que je disais très clairement avec le patient, objectivement, est-ce que vous estimez que cette consultation médicale était nécessaire? D'accord? Et le patient disait, bah ouais, c'était bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une vraie plus-value au suivi par un médecin généraliste, un mec voilà, qui a un bac plus 10, je trouve ça bien. Moi, je vous avoue, je reste un petit peu sur le truc. Et je pense qu'on peut intégrer un nouveau professionnel dans l'équipe pour mieux vous prendre en charge. Et j'explique le métier d'IPA, pathologie chronique stabilisée, avec tout le cursus qui est important. C'est important d'expliquer la masterisation parce que le patient, il comprend ça. Il se dit, tiens, il y a 2 ans d'études supplémentaires, il y a des choses qui ont été faites. Et donc, je leur dis, moi, qu'est-ce que ça entraîne? Pour vous, vous pouvez refuser, bien entendu, et je vous verrai tout le temps. Il y a un patient pour l'instant sur... Tu prends combien en charge de patients? En suivi voilà. Par mois Là, je suis actif 170 patients. Donc 170 patients. On se retrouve dans une situation où je leur dis, vous pouvez refuser, bien entendu. Il faut comprendre que le rôle IPA, médecin généraliste, c'est pas les mêmes. Et vous pouvez venir à tout moment me voir. J'explique bien aussi l'importance pour la population. Parce qu'en tant que citoyen, le patient, il doit être aussi responsabilité et lui dire, moi, ça me libère du temps. Ça me permet de prendre en charge des nouveaux patients qui n'ont pas forcément de médecin traitant. Ça me permet également de vous voir plus facilement. Donc là, c'est directement intérêt parce que si je suis plus libre, si vous avez un souci, je suis plus disponible pour vous, donc je peux vous voir plus rapidement. Donc ça, c'est un élément important. Et dans tous les cas, je précise, je vous verrai minimum 1 fois par an. Et je pense que c'est vraiment important en termes de spécialisation. Je pense que tous les spécialistes le font. Ils aiment bien voir leurs patients régulièrement. Le médecin généraliste, il faut qu'il fasse le point, je le dis aux patients. Moi, je veux le voir minimum 1 fois par an pour faire le point sur votre état de santé dans toutes ces dimensions physiques, psychologiques, sociales, déterminer avec vous quelles sont vos attentes en termes de santé, quels sont les objectifs et quelle sont la stratégie à mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et on arrive vraiment dans une co-construction de la santé autour du patient et avec le patient. Et là, on touche à un truc intéressant. Et on voit réellement que je peux prendre en charge, et je vois régulièrement les patients, beaucoup plus régulièrement, je les connais mieux, mes patients, aujourd'hui qu'hier. Parce qu'en fait, je les vois quasiment autant. C'est ça qui est étonnant. Mais je les vois beaucoup plus précocement. C'est qu'un patient qui vient, par exemple, le 1er février, avec qui je renouvelais pour 3 mois son traitement, il venait 3 mois plus tard, donc le 1er mai, pour dire, bon, j'ai le renouvellement d'ordonnance, d'accord? Et j'ai mon problème d'épaule, et j'ai mon problème de sommeil, et j'ai mon problème de ci. Et le problème, c'est que l'épaule, depuis quand vous avez mal à l'épaule? 2 mois et demi. Pourquoi vous n'êtes pas venu? Je ne veux pas vous déranger, vous êtes débordé, docteur, je vais vous voir, on va faire le truc. Oui, mais il y a déjà tout le reste à faire. Donc le renouvellement. Et au final, le patient vient plus tôt, je le vois plus précocement, sa maladie ne se dégrade pas, et on se retrouve dans une situation qui est vraiment favorable aux soignants. Et le binôme IPA médecin a un autre intérêt, c'est que la rémunération de l'IPA libéral n'est pas comme celle du médecin. Moi, je suis payé à l'acte, Vincent est payé au forfait. Trimestriel. Et par conséquent, il y a plus de temps à donner aux patients. Je pense que tu peux en parler. Oui, alors, le temps, vous verrez, parce qu'en fait, on a débuté une enquête anonyme auprès des patients, on suit conjointement. Oui, alors ça, juste rapidement, le médecin, on a fait un petit flyer pour expliquer ce que je fais, ce que je ne fais pas, l'avantage pour le patient, etc., etc. Donc ça, c'est à disposition des patients et à l'accueil du cabinet aussi.
Donc on a souhaité, parce qu'au final, oui, nous on est content de ce qu'on fait, on se dit c'est bien, c'est chouette, on a raison, mais au final le patient dans tout ça, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que c'est quand même lui qui est au centre de nos préoccupations normalement. Donc on a créé un questionnaire. La première fois que je vois le patient, ça dure quand même une bonne heure, 1h30 des fois, pour faire le portrait patient, pour vérifier son parcours de soins, son parcours de santé, ses vaccinations, est-ce qu'il a vu le patient médical, est-ce qu'il a vu l'ophtalmologue, est-ce qu'il a vu le cardiologue, etc. Je fais un examen clinique complet, j'ai des dents, les oreilles, tout l'appareil cardiovasculaire, etc. Et puis, une fois par an, je reproduis ce schéma-là qui en fait, à la base, il y avait une consultation annuelle par la CPM qui a disparu. Maintenant, c'est que des consultations trimestrielles. Moi, je trouve bien quand même tous les ans. Ça dure 1 heure. Je refais en fait une consultation plus longue, complète avec le patient. Et en 1 an, vous avez perdu 5-6 kilos. Parce que vous avez augmenté votre activité physique, parce que vous avez fait ça. Donc on valorise ça. À 1 an, on se fait, bon, ok, au niveau vaccination, courant de l'année, on a tout checké. DT polio, pneumocoque, on est ok, c'est bon. Donc ça, déjà, c'est du temps gagné pour les fois suivantes au final. Et à l'issue de cette consultation annuelle, maintenant vous allez prendre rendez-vous avec le médecin pour le bilan santé annuel. Donc il y a déjà tout ça qui est répertorié, pas besoin de se concentrer dessus, puisque moi j'y ai prêté attention. Et à l'issue de cette consultation annuelle avec le médecin, donc on remet un questionnaire. Alors, une enveloppe affranchie et un questionnaire totalement anonyme. Et donc, il y a plusieurs questions, j'en ai mis que quelques-unes ici, pour avoir vraiment leur retour à eux. Donc, globalement, on peut voir, on ne voit pas très bien, les principales pathologies, c'est cardiovasculaire, on a du diabète, on a des cardiopathies, coronariopathie, des AOMI également. Alors, j'ai me lever parce que moi-même, même avec mes lunettes, je vois pas super. On avait une question lors de l'orientation du médecin vers l'IPA. Les explications données par votre médecin vous ont-elles permis de bien comprendre le rôle de l'IPA et l'intérêt de la collaboration? Oui, à 25, donc 100% de oui. Donc ça, c'est vraiment important que ce soit bien expliqué par un médecin initialement, et ou que le patient, en tout cas que le flyer ait eu des réponses à toutes ces questions, sachant qu'à la première consultation avec moi, je reprends ça avec lui. Et je lui demande s'il y a des questions, s'il a bien tout compris. Conseilleriez-vous à vos proches ou amis un suivi conjoint médecin IPA? Une personne a répondu non, 24 personnes ont répondu oui. Êtes-vous satisfait du contenu, de la durée et du déroulement des consultations avec l'IPA? 100% ont répondu oui. Le document remis à l'occasion, alors j'ai rien un petit peu en arrière, vous avez permis de répondre à 2 interrogations, 23 personnes ont répondu oui, une non. Selon vous, le suivi par un IPA a eu un impact sur la prise en soin de votre pathologie chronique? Alors en fait, c'est que y a 0 plutôt négatif. Il y a 5 personnes qui disent que ça n'a pas changé. Et il y a 19 personnes qui ont dit que ça a un impact plutôt positif. Et pour terminer, votre médecin traitant est-il plus disponible depuis la mise en place de cette collaboration? 100% répondu oui. Et donc on a fait quand même, parce qu'on est des élèves, on aime bien avoir une note. Voilà, la note moyenne d'évaluation des patients, c'est 9,36 sur 10, avec 17 patients qui ont mis une note de 10 sur 10. Donc on se dit qu'on est plutôt sur le bon chemin. Et alors, moi j'ai une question. Il y a combien d'IPA installés en libéral en Bretagne? Alors en Finistère, je suis là. Ouais. Voilà. En Bretagne, on doit être 8, En Bretagne, on doit être 8 ou 10, pas plus. Il y en aura bientôt d'autres. Dans la salle? J'espère. Voilà, en fin de formation de 2e année. Notamment parce que des frais d'installation, parce qu'on a besoin de collaboration avec des médecins. Maintenant, quand on commence à avoir des retours d'expérience positifs, ça permet aussi d'argumenter et puis de montrer que n'y a pas de concurrence, qu'on travaille dans les clous, du moment où on respecte nos jalons en fait. On estime que nous c'est un triple win en fait pour le médecin, pour moi IPA et pour le patient. Alors on espère que ça fasse des émules. D'ailleurs j'ai une collègue infirmière libérale qui est venue avec moi en observation une journée. Il y a qu'en démontrant
que ça peut bien se passer. Maintenant, effectivement, le schéma économique tel qu'il est n'est pas satisfaisant parce que un début d'activité, on se dégage pas un salaire. Moi, ça fait 2 ans, depuis 1 mois, je dégage un salaire. Voilà. Donc en fait, c'est compliqué. C'est notamment pour ça qu'il y en a beaucoup qui ont déblaqué, parce que oui, ok, on va travailler ensemble, mais finalement, je dois adresser que 10 patients. Donc c'est pas viable. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne travaille pas seul. Non. On a 2 autres collègues qui travaillent avec nous. Donc, la MSP. Et la MSP. Et la MSP. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au début, j'étais le premier convaincu. Donc le deuxième qui est avec moi était plutôt observateur qu'autre chose. Il attendait de voir comment ça allait se passer, etc. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a vu petit à petit avoir le sourire de plus en plus. Donc il s'est dit, tiens, c'est quand même assez intéressant. Un bon indicateur, ouais. D'autant plus que réellement, je le dis, je connais mieux mes patients, mais mon métier a complètement changé. En 2 ans, je ne suis plus le même médecin, je pratique mieux mon métier, et je pense que les spécialistes le voient, parce qu'en fait, ils ont des prises en charge, des orientations qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus construites, et donc c'est plus facile pour eux. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Et en fait, mon collègue, petit à petit, a intégré les choses, et on a eu la chance, au mois d'août dernier, grâce à toi, on peut le dire, d'attirer un autre médecin. Parce qu'en fait, on avait un médecin français qui s'était expatrié au Canada, qui avait connu le modèle canadien, qui ne s'est pas au final implanté là-bas, et il s'est dit, bon, moi j'ai envie de retourner. Et en fait, il a regardé un petit peu, et il a vu notre combine, je ne sais plus comment il a fait pour nous trouver. Si, Twitter. C'est pas moi alors. Twitter. Et en fait, le mec m'a contacté, et il s'est, grâce à sa présence, il a dit, moi je veux travailler avec vous. Je veux travailler selon ce modèle, et il est revenu, il s'est installé avec nous en disant, moi je connais le modèle, c'est ça que je veux. Là maintenant, on espère avancer un petit peu les choses, c'est un petit peu plus compliqué, parce que le projet c'était aussi d'associer à Vincent une IPA santé mentale, pour justement améliorer et faire en sorte de décharger les CMP, parce qu'en réalité, la médecine générale, elle prend énormément de patients en souffrance mentale, et on se retrouve dans une situation où parfois, on ne sait pas quoi faire. Les CMP, ils sont difficilement accessibles, etc., etc. Donc on se retrouve dans une situation où on veut travailler. Maintenant, il faut trouver un modèle, et c'est ça qui n'est pas évident, entre le libéral, le salariat, parce que réellement, je pense que autant les IPA, hémato, onco, néphrologie, dialyse et en médecine d'urgence ont leur place à l'hôpital, autant santé mentale et pathologie chronique stabilisée, polypathologie courante, leur place c'est avec nous, auprès de nous, autour du patient, au plus près du patient, pour justement être en appui des spécialistes qui pourront améliorer leur prise en charge. Donc en santé mentale, on a eu la chance d'avoir une collègue en stage pendant 8 semaines au sein du cabinet. La plus-value, elle était là. Quoi. Il y a encore des patients qui demandent, je peux avoir rendez-vous en fait. Maintenant. Donc les patients sont demandeurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment positif. Super. On va laisser un petit temps aux questions, et parce qu'il y a toujours plein de choses à dire. Et puis de toute façon, on pourra avancer, puis approfondir des propos par la suite. Mais est-ce que vous avez déjà des questions Oui, donc Yveline, infirmière libérale, Thomas, on se connaît bien. Vincent, on se connaît pas, mais on fait le même métier. Enfin, on faisait le même métier. Quelles sont tes relations avec les IDEL, justement, qui sont en ville ? Comment s'articulent vos liens, déjà dans un premier temps, parce que c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Je regrette amèrement de ne pas pouvoir vivre cette expérience-là, moi en tant qu'IDEL, avec des collègues IPAD. Ça va arriver. Je l'espère très sincèrement, parce que quand je vois la plus-value par contre en tant qu'IDEL qu'on a avec effectivement des comptes rendus adressés aux IDEL par des IPA salariés dans des services notamment d'oncologie, je vois une vraie plus-value pour nous, professionnels libéraux en ville, au quotidien, auprès des patients 7 jours sur 7, etc., d'avoir vraiment ce lien fort et cette possibilité de communiquer. Et je suis très curieuse du coup de savoir comment ça se passe avec tes collègues
Alors il y a deux schémas, parce que en fait j'ai un DU en plaie brûlure et cicatrisation, et souvent en fait ils appellent le médecin dans ce cadre-là par rapport à des plaies chroniques, et le médecin propose que du coup j'aille voir, et du coup le contact se fait souvent là. Les relations sont extrêmement bonnes. En fait, sont extrêmement bonnes avec l'ensemble des professionnels de santé du territoire. Je sais pas, est-ce que c'est parce que ils ont mon numéro de téléphone, qu'on se parle plus facilement. Ce matin, j'en ai eu une à m'envoyer. J'ai pu l'appeler dans les 20 minutes pour parler d'une situation d'un patient. S'il y a besoin de renouvellement, je peux faire le lien. Voilà, c'est aussi peut-être plus rapide. Je fais aussi le lien avec les médecins. Bon, là, c'est facile parce que le bureau est à côté. Donc, mais ça permet aussi cette proximité, je pense, qui facilite les choses, qui fluidifie un petit peu. Et puis on s'est structuré. Donc, au sein de la MSP, on se connaît aussi. C'était l'autre projet aussi, parce que depuis qu'on s'est installé, on a aussi développé la structure. On est passé de notre cabinet médical à un stade d'un MSP multisite avec des collègues d'un autre site qui adresse des patients à Vincent. Ouais, c'est ça. Donc on voit qui est passé, parce que pour des raisons personnelles, j'ai dû être remplacé quelque temps. Il y a une qui m'a remplacé, qui a travaillé avec Vincent, qui a vu tout le bénéfice de ça, et qui maintenant s'est installé dans la MSP grâce à ça, et qui adresse beaucoup à Vincent. Ça favorise l'attractivité. Mais tu travailles avec des médecins hors de la MSP ou exclusivement avec des médecins de la MSP? Ah là c'est exclusivement des médecins de la MSP. Ouais, donc tu n'as pas de patientèle commune avec des médecins qui ne seraient pas non, au sein de la MSP. Et en même temps, j'ai pas forcément vocation parce que ne serait-ce qu'au sein de la maison médicale, moi ma file active, je vais atteindre mes objectifs fin d'année. Donc je pense que j'ai assez aussi essuyé de plâtre pendant des années et des refus voilà, je suis un peu dans ma zone de confort maintenant et voilà. Par contre, effectivement, quand il y a des internes ou des externes, ils viennent presque systématiquement passer des demi-journées, des journées avec moi d'observation pour qu'on voit. Les médecins de la MSP avec qui je travaille ont passé une demi-journée avec moi au cabinet. Voilà, moi je suis transparent et en fait à la fin on dit je suis convaincu. Voilà. En fait, on est une nouvelle profession, je pense qu'on est, surtout moi, en libéral, on est obligé de prouver en fait ce que l'on fait et d'expliquer ce que l'on fait parce que c'est pas en regardant les yeux de la fac qu'on comprend bien en fait ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Donc voilà. Mais en tout cas avec les infirmiers libéraux, ça se passe très bien. Après il y a un autre élément, c'est que c'est quand même une perle ce mec. On va s'arrêter là. Mais effectivement, il a aussi saisi les rênes dans le cadre de projets CPTS, notamment autour de l'éducation thérapeutique du patient. Et réellement, tu as rencontré du monde par ce biais-là, notamment des infirmiers, qui ont compris qui il était en termes d'humanité, mais aussi en termes de personnes et de compétences. Et on se retrouve dans une situation très, très, très favorable, où les infirmiers n'hésitent pas à appeler Vincent pour avoir des avis ou des trucs. Et ça commence à marcher aussi grâce à ça. La CPTS peut à son intérêt. Parce que je pense que c'est on fonctionne en respect mutuel en fait. Ouais. Parce que moi aussi je donne leur avis. On a tous, on travaille ensemble. En fait, on est pluripro vraiment. On travaille vraiment tous ensemble. Est-ce que les infirmiers auraient plus de facilité à comprendre et à accepter l'intérêt des IPAL que la plupart des médecins généralistes, quand on voit les campagnes épouvantables de dénigrement de la profession sur certains réseaux, qui sont diligentés par des médecins avec des propos limite orduriers, même voire carrément orduriers. Moi, mon petit cœur d'infirmière, franchement, parce qu'on est quand même à la base infirmiers tous, se révolte. Et je n'arrive pas à comprendre comment cette profession peut être à ce point debout sur les freins lorsqu'il s'agit de reconnaître des compétences qui peuvent être mutualisées, partagées, sans pour autant aller empiéter sur les précarés si chers à certains. J'avoue que je vous admire énormément de vous être engagés dans ça et je félicite les médecins ici présents qui ont pris ce risque par rapport à leurs confrères et consoeurs, parce que franchement, je t'avoue, je suis cette actualité de très près par les différentes fonctions que j'exerce, et je suis
complètement révolté par cela. Alors c'est peut-être pas sympa de porter ce sujet-là ce soir, mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur, parce que voilà, je trouve que c'est vrai que les médecins qui sont partenaires, en fait, notamment Thomas, s'en est pris un peu plein la tronche, parce qu'il aime bien aller au conflit, donc voilà. Après, maintenant j'ai pris de la distance. En fait, je suis vice-président de l'association des IPA de Bretagne. Voilà, nous les premières promotions, on se connaît tous au sein du syndicat IPA, au niveau de l'ordre aussi. Ma collègue trésorière de l'association, elle est présidente de l'ordre régional. On se connaît tous bien, on sait bien tout ce qui se passe, on sait bien tout ce qui se dit. Dans l'absolu, moi je dis souvent, on force pas tous les enfants à aimer les épinards, ça ne veut pas dire qu'un jour ils n'y viendront pas. Voilà. Franchement, maintenant, ça me passe au-dessus. Effectivement, tout ce que je demande, moi, c'est qu'on me respecte, moi, en tant que personne dans ma profession, et qu'on ne donne pas de fausses informations, des choses qui sont fausses. C'est tout. Après, on a le droit de ne pas vouloir bosser avec moi, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Mais en fait, c'est notre postulat à tous. Hein. C'est voilà, ok, très bien, mais voilà, vous avez le droit de refuser, mais voilà. Je pense que vous avez toute votre place dans le parcours patient et dans l'accompagnement des médecins. Il faut juste trouver les messages qui séduisent. Il y a des études que certains syndicats ont effectuées auprès des cabinets médicaux qui ont montré que l'assistant médical, entre guillemets, versant administratif, grâce à l'aide qu'il fournissait au cabinet, permettait de gagner sur les 15 minutes de la consultation 5 minutes. Et c'est pas négligeable. Et c'est ça qui a un petit peu séduit et les cabinets à s'investir dans les assistants médicaux. Vous êtes aussi des assistants médicaux, mais versant soignants. Donc, sur les quarts d'heure de la consultation, si le médecin gagne 5 minutes en temps administratif, aussi les 5 minutes aussi de soignants. De toutes les tâches qu'ils doivent faire, donc vérifier la tension, vérifier certains paramètres, des constantes, échanger avec le patient. Nous, côté oncologique aussi, il y a beaucoup de choses aussi à faire, l'accompagnement des effets secondaires, comme elle avait dit, Camille. Je pense que vous avez une place peut-être à aller séduire ces médecins et travailler avec eux, parce que votre modèle, c'est très bien en MSP, mais il va falloir quand même un petit peu l'adapter aux autres structures. Voilà. On y travaille, mais pour l'instant, jeune profession, il faut qu'on ait des retours d'expérience solides. Ouais, c'est ça en fait, on y travaille, hein, ne vous inquiétez pas, on est capable les IPA sont capables de produire beaucoup sur preuve scientifique, avec notamment des modèles auxquels on peut se transposer, notamment au Canada. On est une jeune profession, moi je comprends, la réticence au changement, sociologiquement, elle existe partout. Hein, quand on fait la sociologie des professions, on voit ça dans tous les domaines, dans le domaine de la santé également. On est une nouvelle profession, moi je suis diplômé depuis 3 ans. Hein. Ouais. Enfin voilà quoi. Non, mais j'ai envie de vous dire, c'est presque un nouveau métier, un entrepreneuriat. Donc c'est normal que les débuts soient un peu difficiles, en tout cas je le conçois comme ça. Idéalement, le cabinet infirmier libéral, hop, je saute, et puis j'arrive dans mon cabinet IPA. Mais ça se passe pas comme ça, ne serait-ce que par l'acquisition d'expérience professionnelle. Thomas, parlons pratico-pratique, hein, donc on est en discussion, en négociation conventionnelle qui ne se termine pas, et je ne sais pas sur quoi ça va aboutir. La montagne qui accouche d'une souris, une révalorisation des consultations de 25 à 26 à 50, voilà. Je pense que la valorisation du temps médecin doit passer par ces consultations qui, au lieu de durer un certain nombre de minutes, les réduire au maximum. Et puis, voilà, c'est un moyen de valoriser le temps médical. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Je pense que ça valorise, mais ça valorise le temps médical, mais aussi la rémunération. Voilà. C'est important de comprendre ça parce que aujourd'hui, ma rémunération, je fais une étude simple. En bossant avec Vincent, mon prix de consultation est de 32 € de base. Très bien. D'accord ? 26, mais après il y a les examens que je n'avais pas le temps de faire, je passe du temps avec mes patients que je vois plus, notamment par les Hamilton, les dépistages de troubles cognitifs. On a investi aussi dans un appareil qui a quand même un élément important, je pense qu'il faut le dire. Maintenant on fait des spirométries, on fait les IPS, on fait les ECG, et pas de façon ponctuelle quand le patient se plaignait. C'est que là par exemple, chez tous les patients dépressifs, ECG, parce que l'allongement du QT, il faut le faire. Très bien. Donc déjà, c'est des éléments
Les hypertendus, on sait que les cardiologues ne sont plus aussi disponibles. Donc l'un des éléments de contrôle, c'est l'ECG. ECG pour tous les patients hypertendus. Le fait de réaliser des spirométries, c'est le pneumologue n'est pas disponible, on fait les spirométries à tous les gens qui ont deux. Et on se retrouve. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis content de voir qu'on nous ait présenté le métier d'assistant médical, parce que objectivement, c'est la prochaine étape. C'est qu'on va avoir une équipe autour des professionnels du médecin qui va s'étoffer. Chaque corps de métier ayant ses compétences, qu'il soit kiné, infirmier, pharmacien, infirmier et libéral, voilà, idéal, chacun a ses compétences qui apportent quelque chose au médecin que je suis et qui me permet de mieux bilanter le patient, de mieux le connaître, de mieux faire ce que la sécurité sociale appelle le volet de synthèse médicale. Et je pense qu'objectivement, l'idée de vouloir revaloriser une consultation annuelle est bonne, mais je pense que réellement il faut se rendre compte de l'importance que ça a, de travailler, de collecter toutes les informations issues de tous les professionnels de l'oncologie, en passant par la pneumologie et la pédicure podologue, l'ergothérapeute, l'assistante sociale. C'est tout un travail intellectuel à restituer aux patients, à estimer, à expliquer, à prendre le temps, à orienter. Je pense que notre métier, je le dis, la santé, on en a déjà échangé, vit sa troisième révolution. On a eu une révolution scientifique au début du 19e, on a une révolution économique avec la création de la sécurité sociale qui a permis au plus grand nombre d'accéder aux soins, d'accord ? Là, on vit une révolution organisationnelle. Et là, réellement, et c'est pour répondre aux défis qui se présentent à nous. Le vieillissement de la population, l'explosion des maladies chroniques, si on ne change pas de braquet et qu'on ne réfléchit pas différemment, ça va être chaud. C'est ce qui va nous permettre d'avoir une approche populationnelle et non pas par Exactement. Exactement. Alors, on a énormément débordé. Alors, je vais vous proposer de conclure. Il y avait une dernière question peut-être ? Une toute dernière Alors, et je après... voudrais dire qu'il y a un argument fort aujourd'hui, c'est qu'on a des déserts médicaux, on a un déficit de médecins et que justement l'assistant et l'infirmier, là, ils rentrent en compte aujourd'hui. Il faut le valoriser, il faut argumenter dans ce sens-là. Ça aidera à l'installation. Je vais juste faire... Alors moi je suis hospitalier pur, je me vilain canard ici. Mais par contre j'ai trouvé ça passionnant parce que en tant qu'hospitalier et encore plus aux urgences, je pense qu'on est vraiment sur l'interrelation ville-hôpital et toute l'amélioration qui va nous permettre, nous, avec tout ce qu'on nous a promis de vider les urgences, etc. Peut-être que ça va venir aussi de la médecine qui se réorganise, la médecine générale, la médecine avec les IPA, parce qu'en voyant, de temps en temps, on voit des malades qui ne trouvent pas de solution sur leur territoire, et donc passent par le service d'accès aux soins où ils arrivent aux urgences, où ils sont adressés parce qu'on ne peut pas mieux faire. Et là, on voit on peut les voir mieux, on peut les voir plus précocement, on peut les voir de façon plus précise. Quand ils vont être adressés, ils vont être adressés avec déjà tout le maximum qui a pu être fait. Et ça, c'est vraiment encourageant. Et donc, en tant qu'hospitalier, merci. Quelle belle conclusion. Donc maintenant, place au buffet. Voilà. Merci à tous en tout cas.